Merci beaucoup, Eric. Merci Emmanuel. Et merci également à Benoît de m'avoir invité au Gilard. C'est avec grand plaisir que je suis là, invité par des copains. Bon, il ne nous entend pas, Laurent, avec son écho son écho, je ne sais plus quoi, thoracique. En tout cas, il a dit des choses très gentilles sur moi, donc je le remercie. Je me souviens, il y a quelques années, il m'avait, ça doit faire il y a une douzaine d'années, il m'avait dit bon, va falloir que tu t'y mettes à l'écho thoracique. Je me suis mis un petit peu. Donc je vais vous parler d'échographie cardiaque en réanimation. Donc on va essayer de balayer un peu l'intérêt de l'échographie cardiaque. Donc pour commencer, je vous rappelle que les sondes en fait, qu'on utilise en échographie transthoracique, c'est des sondes dont la fréquence est entre 1 et 4 MHz. Donc c'est une fréquence en fait suffisamment, on va dire, élevée pour avoir une bonne capacité en fait de distinction dans l'espace, et puis suffisamment grande pour avoir une profondeur qui puisse aller jusqu'au cœur au niveau dans le thorax. Les sondes de TO ont une fréquence un peu plus élevée, c'est-à-dire que la discrimination est un peu plus élevée parce qu'elles ont besoin de moins de profondeur, parce que quand on est dans l'ésophage, on est très près du cœur. Alors je vais reprendre de cette étude qui avait été menée par Laurent et à laquelle j'avais participé, qui reprenait un peu le type d'échographie qui était réalisée en réanimation. Alors, il y a la moitié, c'est de l'écho-cœur. Alors il était gentil en disant entre l'échographie cœur et les poumons, ça fait pratiquement tout. Bon, quand même beaucoup d'échographie cardiaque. Alors pourquoi faire de l'échographie cardiaque en réa? Il y a trois en fait raisons. La première, c'est pour faire des diagnostics. La deuxième, c'est pour monitorer, en fait, suivre l'évolution du patient. Et la troisième, c'est pour guider le traitement. Donc vous avez deux possibilités, comme je viens de le dire. Donc une méthode complètement non invasive, indolore, c'est pour ça qu'elle s'est très bien développée, c'est l'échographie cardiaque transthoracique. Et une méthode qui est considérée comme semi-invasive. Semi, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'effraction, en fait. On n'est pas en parentéra, pardon, on rentre pas, il n'y a pas une véritable effraction, mais la sonde, on la met quand même dans l'œsophage. Donc il y a un risque. Donc les études de mortalité montrent qu'en fait la mortalité est extrêmement basse par rapport au nombre d'échographies qui sont réalisées, et les complications majeures restent en fait de lésions de l'œsophage, essentiellement, restent quand même très faibles. Alors historiquement, l'échographie cardiaque a commencé en 1954, quand on était jeune à l'époque. Je plaisante, j'étais pas né. Donc là, en 1973, on était né, je pense, les trois, pile poil. Donc c'est là où l'échographie bidimensionnelle en temps réel a commencé. Donc c'est les cardiologues qui ont développé ça initialement. Et puis très rapidement, l'utilisation a commencé au début des années 80 en réanimation. Le Doppler tissulaire qu'on utilise assez régulièrement actuellement, lui a commencé à la fin des années 80. Et puis l'échographie a franchement explosé, on l'a bien senti, c'est après les années 2000 où vraiment tout le monde s'est mis à en faire. Et moi, quand j'ai commencé en fait, à en faire, il y avait très peu d'anesthésistes réanimateurs qui en faisaient. Et finalement, on l'a fait de plus en plus. Alors, globalement, et pour résumer, les indications. Les indications en réanimation, c'est l'état de choc, la détresse respiratoire dont vient de vous parler Laurent, le polytraumatisé. Si vous faites de l'ECMO ou de l'ECLS, c'est indispensable. Théo pour la recherche d'endocardite, même si on peut les voir en ETT, c'est quand même particulièrement important. Et puis, rechercher les causes d'embolie, c'est fait régulièrement. Alors en anesthésie, c'est essentiellement du monitorage hémodynamique des patients à risque
et puis plus spécifiquement en chirurgie cardiaque et particulièrement dans la chirurgie valvulaire. Donc on va voir comme situation d'intérêt tout d'abord l'état de choc, puis la détresse respiratoire qui sont les plus importantes. Alors dans l'état de choc, ça va permettre non seulement le diagnostic, quel type d'état de choc, ça va aider, et puis ça va permettre de suivre le patient et de le monitorer correctement. Alors pour le diagnostic, on va devoir évaluer la fonction systolique du ventricule gauche, évaluer la fonction ventriculaire droite, examiner les valves cardiaques, et puis examiner le péricarde. Et ça va vous permettre rapidement, avec ces 4 éléments, de faire le diagnostic et la raison de l'état de choc. Concernant le monitorage, c'est pour suivre l'évolution aussi bien de la fonction systolique que vous avez évaluée initialement pour faire le diagnostic, la fonction ventriculaire droite. Mesurer le débit cardiaque, c'est très important pour voir comment le débit cardiaque varie avec les différentes thérapeutiques qui sont mises en œuvre. Évaluer la précharge dépendante, donc c'est un outil d'échographie qui permet assez bien d'évaluer ça. Donc en fait, la fonction systolique ventriculaire gauche, en fait, la question qu'on se pose quand on veut évaluer ça, c'est est-ce que dans l'état de choc, il ne serait pas lié en fait à un choc cardiogénique, ou bien, plus souvent, est-ce qu'il n'y a pas au moins une part cardiogénique. Je vous rappelle ça rapidement, que même dans le choc septique, vous avez une cardiomyopathie septique pratiquement pour tous les patients, et pour, on va dire, une partie des patients, on va dire un bon tiers, vous avez une dysfonction ventriculaire gauche associée suffisamment marquée pour nécessiter un traitement. Alors la fonction systolique, en réanimation, on l'évalue de 3 manières en fait. Soit par la fraction de raccourcissement bidimensionnelle, donc en parasternal grand axe, soit en fraction de raccourcissement de surface donc en petit axe, soit par la fraction d'éjection qui est en fait la méthode de référence et celle que je vous conseille quand vous arrivez à la voir d'essayer de la faire. Donc la fraction d'éjection, on utilise souvent la méthode de Simpson qui considère en fait que le ventricule gauche est un cylindre. En fait, il a une forme d'obus assez nette et on fait la différence de volume en fait par d'addition de volume partiel entre le volume en diastole et le volume en systole. Et parce qu'on veut un pourcentage en fait d'éjection, il faut avoir comme chiffre de base le volume en fin de diastole. Et vous avez la fraction d'éjection en la multipliant par ça. Ça marche pas ça. Ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs quand vous avez ce type d'image-là. Clairement, il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Donc ici, c'est ça. Donc on voit bien que vous avez une atteinte à peu près globale avec une paroi postérieure qui se contracte encore un peu. Alors les normales, voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la fraction d'éjection par Simpson, c'est autour de 60% la normale, et il faut avoir supranormal quand ça passe au-dessus. La fraction de raccourcissement de surface, elle est un peu plus petite. Elle est autour de 40-50%. Alors quand on évalue en fait la fonction systolique du ventricule gauche, donc il faut évaluer, voir s'il n'y a pas une dysfonction, si elle n'est pas en dessous de la normale, mais également ce qui est important, c'est de voir s'il n'y a pas d'excès en fait, notamment l'obstruction dynamique intraventriculaire qui est assez fréquente dès qu'on met des catécholamines ou dès que les patients ont une hypertrophie ventriculaire gauche. Alors en fait ça peut exister même sur des cœurs de morphologie normale et en général lorsqu'on met des inotropes, quand on les diminue ou qu'on les arrête, ça récupère pas trop mal. Donc c'est très sensible à la fréquence, si vous ralentissez le patient en général l'obstruction passe et c'est sensible également au remplissage. Ça se voit assez facilement. Je sais pas pourquoi elle démarre. Okay. Ça se voit facilement sur ce type d'image en fait. C'est une apicale 4 cavités et vous voyez qu'en systole, donc le flux qui sort du ventricule gauche il est aliasé. Normalement le flux il n'a pas à être aliasé. Quand vous avez un aliasing, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couleurs comme ça, notamment du jaune, c'est-à-dire que la fréquence en fait, la vitesse du flux dépasse une certaine vitesse par rapport au flux
au train d'ultrasons, ça atteint une limite, on appelle ça la limite de Nyquist, et donc le Doppler pulsé, notamment le Doppler couleur, n'arrive plus à savoir dans quel sens va le flux. Et donc il met des couleurs autres que bleu ou rouge. Et ça, c'est pas normal d'avoir ce type de flux. Et quand vous faites un tir continu, en fait, à travers le ventricule gauche, vous avez cet aspect assez typique en lame de sabre. Comme ça, vous voyez bien que normalement, en fait, le flux il devrait être comme ça, quoi. Et donc vous avez à chaque systole une perte d'une partie en fait de l'éjection, et ça peut créer un bas débit. En fait, il suffit, ces patients-là, de les ralentir, remplir ou diminuer les inotropes. Ça arrive assez souvent, hein, ça peut arriver dans un certain pourcentage chez les patients, par exemple en choc septique, qui font une obstruction intraveineuse. Donc voilà pour l'évaluation à résumé rapide de l'inotropisme qu'on fait, ça c'est tous les jours. On va voir maintenant ce qui concerne le ventricule droit. Alors le ventricule droit, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un cœur pulmonaire aigu? Donc en fait, ce qu'il faut, c'est savoir évaluer, faire un diagnostic de cœur pulmonaire aigu. Alors le ventricule droit, il est un peu compliqué, il est différent du ventricule gauche. Son anatomie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de fibre transverse, et donc il y a une prédominance de fibre longitudinale. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire ça? Mais en fait, c'est pour ça qu'on évalue beaucoup la fonction ventriculaire droite par sa fonction longitudinale, et on extrapole à toute la fonction. Il a une surface qui est très importante, hein, plus importante que celle du VD, par contre sa masse, donc l'épaisseur de son muscle est plus faible. Alors la contraction du VD, elle se fait un peu dans ce sens-là. Donc en fait, vous avez une contraction longitudinale, et vous avez ensuite un rapprochement en fait, entre la chambre de chasse et la paroi libre, et puis vous avez une contraction de la pointe. Et ça va permettre en fait d'éjecter le sang. Je ne sais pas si vous voyez assez bien en IRM, mais on voit le sang qui part entre la chambre d'admission, la chambre de chasse, et qui est éjectée dans l'artère pulmonaire. Donc la forme en fait du ventricule droit, c'est ça, c'est une pyramide tronquée, et le flux il fait tout simplement ça. Alors ce qu'il faut comprendre quand on évalue la fonction ventriculaire droite, c'est que les interactions entre le VG et le VD sont extrêmement importantes. Et ces interactions sont liées à trois choses. Il faut retenir ça, liées aux fibres superficielles, au septum et au péricarde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fibres superficielles, en fait, ils sont partagés. En superficie, c'est les mêmes fibres qui rejoignent un peu les deux. Donc, quand il y en a un qui se contracte, il entraîne l'autre. Donc ça, c'est une partie assez négligeable, en fait, de l'interaction. Une partie plus importante est le rôle très important du septum interventriculaire. Ici, c'est des expériences, en fait, qui ont été faites sur les animaux, où on arrive, en fait, à inactiver le septum, et on voit que la pression générée par le ventricule droit chute en fait, de façon très importante de plus de moitié. Et ça montre bien que le septum a une part majeure en fait, dans l'éjection et donc dans la fonction systolique du ventricule droit. La deuxième chose, c'est le péricarde. Alors, moi j'aime bien cette étude-là, qui a été faite en chirurgie cardiaque, où ils ont évalué en fait, la fonction ventriculaire droite à chaque instant. Donc ils ont fait ici en préopératoire, puis au niveau de l'anesthésie générale, GA, au niveau de l'incision, de l'ouverture du sternum, et on voit que la dysfonction ventriculaire droite, elle chute, là c'est un des paramètres d'évolution, chute au moment où on ouvre le péricarde. Donc au moment où on ouvre les péricardes, on diminue de façon très importante l'interdépendance VD-VG. Donc la fonction ventriculaire gauche chute. La fonction ventriculaire droite s'effondre. Ici c'est la fonction évaluée en Doppler tissulaire, donc c'est uniquement la fonction longitudinale. Et je vous disais que la fonction longitudinale c'est une fonction importante dans le ventricule droit. Donc vous voyez, ça chute. Donc c'est ni lié à la CEC, ni lié à autre chose. Ça peut être rajouté par ça, mais c'est surtout l'ouverture du péricarde qui crée la dysfonction systolique du ventricule droit qui va durer dans le temps. Alors le cœur pulmonaire aigu, comment est-ce qu'on l'évalue? En fait, c'est l'association de trois choses. Une surcharge systolique par septum paradoxal, une dilatation du ventricule droit, et donc un effet en fait sur la fonction ventriculaire gauche, et notamment un effet en fait qu'on peut simplifier en disant une diminution globale du débit, tout simplement. Et ça arrive souvent dans l'embolie pulmonaire et le SDA. Alors,
la surcharge systolique, c'est quoi? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ventricule droit est très sensible à la post-charge. Dès que vous augmentez la post-charge du ventricule droit, le ventricule, il va se mettre à dysfonctionner. Et le septum paradoxal, c'est exactement ça. C'est une surcharge systolique qui crée une dysfonction ventriculaire droite et qui crée un mouvement anormal du septum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une augmentation, en fait, de la pression, donc la post-charge, donc la pression en amont du ventricule droit. Alors qu'est-ce qu'il fait le ventricule droit? Il essaie de pousser contre cette augmentation de pression. Et donc sa systole va durer un peu plus longtemps que la normale. Et alors que le ventricule gauche, qui lui également en systole, va commencer en fait sa relaxation isoventriculaire. Donc il va passer en diastole. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir une inversion du gradient de pression. Donc la pression dans le ventricule droit va devenir supérieure à la pression dans le ventricule gauche, alors que normalement, la pression du ventricule droit est toujours inférieure. Et cette augmentation de pression dans le ventricule droit par rapport au ventricule gauche va provoquer un mouvement anormal du septum, qui va se mettre en fait à avoir un mouvement où le septum va bomber à l'intérieur en fait, du ventricule droit, en décalé par rapport ici en parasternal grand axe par rapport à la paroi inférolatérale. Et donc c'est ce mouvement anormal qu'on peut voir très facilement sur la coupe petit axe ou sur la coupe transgastrique en échographie transœsophagique. On peut le voir même en parasternal grand axe, ici vous voyez une espèce de mouvement anormal où le septum va bomber vers le... Alors, la dilatation ventriculaire, en fait, c'est une dilatation relative, c'est-à-dire qu'on mesure les surfaces relatives entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Si le rapport est supérieur à 0,6, le ventricule droit est considéré comme dilaté, et si le ventricule droit devient plus grand, donc le rapport au-dessus de 1, c'est qu'il y a une dilatation majeure. Et donc ça se voit assez nettement ici, c'est un cas d'une embolie pulmonaire. Bon, après vous avez, ça c'est le cœur pulmonaire aigu. Alors il ne faut pas confondre le cœur pulmonaire aigu avec la dysfonction ventriculaire droite qui peut être liée à autre chose. Ça c'est simplement la définition du cœur pulmonaire aigu. Après, vous pouvez évaluer la fonction ventriculaire droite. Alors là, on va dire que la fraction en fait de raccourcissement du ventricule droit, c'est la méthode de référence recommandée par les sociétés de cardiologie. Après, il y a d'autres méthodes, notamment le fait d'utiliser le déplacement de l'anneau tricuspide, que ce soit en mode TM ou en Doppler tissulaire. En fait, il suffit de faire du Doppler tissulaire et puis on voit l'onde S, donc l'onde systolique, et plus cette onde systolique est importante, plus la fonction longitudinale du ventricule droit est bien. Donc en général, on dit que si ça descend sous 12, c'est qu'il y a une dysfonction. Donc il y a une onde systolique et deux ondes diastoliques. Il faut bien prendre l'onde systolique, pas la contraction isovolumique qui est le pic qui est juste avant. Après, vous avez d'autres types de méthodes qui se développent de plus en plus, puisque les appareils se mettent à le faire assez facilement, notamment le strain. Donc le strain, c'est une méthode qui ne va pas dépendre en fait de l'angle ultrasonore, et donc ça permet d'avoir une évaluation globale de la fonction ventriculaire droite qui maintenant est devenue recommandée. Donc c'est assez facile à avoir, il suffit de mettre, et puis c'est fait automatiquement par les machines, il suffit de dessiner les bordures, ou comme ici, les bordures sont détectées automatiquement par la machine. Alors quand on utilise du speckle tracking, c'est-à-dire ces variations en fait, de marqueurs acoustiques, il y a une autre méthode qui est le TAD ou le TIMAD, et qui est encore plus facile à faire et qui permet en fait de bien étudier la fonction longitudinale, mais la fonction longitudinale de façon un peu plus précise, puisque ça va mesurer en fait le déplacement relatif entre l'anneau et la pointe. C'est assez facile à faire. Les limites, c'est vraiment quand vous avez pas une belle image en fait de l'anneau tricuspide. Sinon, en général, on arrive à la voir assez facilement et c'est assez facile à faire, comme vous pouvez voir ici. Donc il suffit en fait de marquer l'anneau tricuspide. Donc, vous mettez
2 rôles au niveau de la tricuspide, une au niveau de la pointe du ventricule droit, et puis vous avez automatiquement le RVLSF qui apparaît avec des chiffres de normalité assez proches du strain, mais ça a l'air un peu plus fin que le strain, en tout cas dans nos études en réa. Donc voilà, simplement pour montrer ici l'une des études qui montre que ça a l'air meilleur par rapport à l'écho 3D en tout cas que les autres critères. Alors quand on évalue la fonction ventriculaire droite, ce qu'il faut avoir aussi c'est la PAP, et la PAPS c'est très facile à avoir, simplement par équation modifiée de Bernoulli. Pour ça il faut avoir une insuffisance tricuspide. Quand vous avez l'insuffisance tricuspide, vous faites un tir de Doppler continu, vous avez le gradient entre le D et le VD, il suffit de rajouter la valeur de la pression veineuse centrale pour avoir une idée de la pression artérielle pulmonaire systolique, qui est un bon reflet en fait de la post-charge du ventricule droit. Donc il y a beaucoup d'études ont montré que c'était bien corrélé à la PAP mesurée avec la soie. Bon, alors les valves, je ne vais pas m'étendre dessus, ça permet l'examen des valves quand il y a un état de choc, tout de suite on voit, il faut regarder s'il n'y a pas une fuite massive, la valve mitrale par une rupture de cordage ou de pilier, ou un rétrécissement aortique, une dysfonction de prothèse, c'est vraiment une cause majeure, en fait, gravissime d'état de choc. Et puis ça permet de voir le retentissement hémodynamique des valvulopathies, ça permet en même temps, bien entendu, de diagnostiquer la cause, en fait, quand il y a, notamment si c'est lié à une endocardite. Concernant le péricarde, ça peut être la tamponnade, globalement, vous regardez le péricarde, est-ce que le patient tamponne, vous avez le diagnostic tout de suite et le traitement à faire. C'est pas très compliqué, à faire en échographie cardiaque, en dehors du contexte de chirurgie cardiaque, où là, c'est bien compliqué. Donc le péricarde, c'est un sac en fait qui est assez rigide, qui s'expand peu, et lorsque son volume augmente, eh bien la pression augmente, et plus le volume augmente vite, plus la pression augmente vite et va dépasser la pression télédiastolique du ventricule droit et donc comprimer le ventricule droit. Donc en échographie bidimensionnelle, en fait, il y a des signes assez spécifiques qui est le swinging heart, je vais vous montrer l'image, et puis essentiellement un collapsus proto- et mésodiastolique du ventricule droit. Donc swinging heart, c'est ça, c'est l'espèce d'image où on a l'impression que le cœur danse à l'intérieur du péricarde parce qu'il y a un épanchement qui est important. Après, vous avez ça, c'est le collapsus prolongé de la télédiastole de l'OD. Je vous le dis simplement en télédiastole de l'OD, pour vous dire de ne pas trop vous s'y fier à ce truc-là, parce qu'en fait, les isométriques, ce n'est pas pathognomonique d'une tamponnade. Ça l'est uniquement si la durée en fait, du collapsus se prolonge dans la diastole. Et donc c'est assez compliqué à faire. Bon, c'est un signe qui peut aider. Et puis finalement, c'est vraiment le collapsus, c'est la diastolie, c'est le fait que le ventricule droit soit incapable en fait, de se dilater suffisamment pour pouvoir se remplir, et donc il ne peut plus remplir le ventricule gauche après, et vous avez un bas débit. Après, vous avez les variations avec la ventilation, et puis vous voyez typiquement le pouls paradoxal. Vous avez des variations en fait, de remplissage du ventricule gauche, avec des variations du flux mitral qui varient en fonction de la respiration ou de l'éjection du ventricule gauche par une variation respiratoire du flux aortique. Donc voilà, quand vous faites une fois que vous avez fait le diagnostic en fait, d'état de choc, c'est bien d'évaluer le débit cardiaque. Alors le débit cardiaque, c'est très facile à évaluer en échographie cardiaque. Il suffit de mesurer en fait le diamètre de la chambre de chasse en parasternal cortex. Et puis, il faut mesurer l'intégrale temps de vitesse aortique en apical 5 cavités. Une fois que vous avez la surface, en fait, vous élevez au carré, une fois que vous avez le diamètre, vous l'élevez au carré et vous le multipliez par pi divisé par 4, vous avez la surface de la chambre de chasse, on multiplie ça par l'intégrale temps vitesse et vous avez le volume d'éjection systolique. Il suffit de multiplier par la fréquence pour avoir le débit. Donc c'est assez facile à faire. Il faut faire attention simplement dans votre calcul de diamètre. Comme vous l'élevez au carré, plus vous faites d'erreurs, plus vous allez avoir une fausse
une fausse évaluation du débit cardiaque. Il faut faire attention également à l'évaluation en fait, de l'intégrale temps-vitesse. Il ne faut pas être trop loin en fait, de la chambre de chasse, en fait, de l'anneau aortique, et pas être trop en dedans non plus. Dès que vous avez un flux qui n'est plus laminaire, vous allez avoir tendance à surestimer, et dès que vous êtes trop loin, vous allez avoir tendance à sous-estimer. Le mieux, c'est d'avoir un beau flux laminaire avec un beau clic de fermeture et pas de clic d'ouverture. Alors, la précharge dépendance, je vais passer assez rapidement, parce que la précharge dépendance, c'est très facile à évaluer avec beaucoup d'outils, mais particulièrement en échographie cardiaque. Alors, un des éléments, c'est les variations respiratoires du flux aortique. Vous connaissez tous le delta-pp. Les variations respiratoires du flux aortique, c'est à peu près l'équivalent en mieux, parce que vous avez directement l'effet en fait, sur le volume d'éjection. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait bien permettre. Alors, il y a, je pense, le meilleur critère, je vais vous en parler après, c'est les variations respiratoires de la veine cave supérieure, qui est un critère, ça peut être mesuré, je dirais qu'en ETO, et puis il faut avoir une belle coupe. C'est pas toujours facile à voir, mais quand vous l'avez, c'est un des meilleurs critères, les variations respiratoires, notamment l'écrasement, le collapsus, avec la ventilation mécanique. Les variations respiratoires de la veine cave inférieure qui ont été montrées, qui à mon avis n'est pas un très bon signe si vous voulez faire des calculs, parce qu'en fait vous avez souvent des artefacts de déplacement longitudinal, et ce qui fait que c'est assez difficile de bien évaluer les variations respiratoires. Bon, ça c'est une étude qui montre que les variations respiratoires de la veine cave sup sont meilleures que les autres. Ça permet également d'évaluer en fait, l'effet d'un remplissage en simplement regardant l'intégrale temps-vitesse aortique, ou bien par un mini-fluid challenge, ou bien par tout simplement une épreuve levée de jambe. Donc ce qu'il faut retenir sur ça, c'est qu'en ventilation mécanique, si vous n'avez pas de cycle spontané, vous pouvez utiliser les variations respiratoires. Si vous avez une arythmie, c'est terminé. Par contre, le diamètre des veines caves inférieures, c'est indépendant. Donc vous pouvez toujours l'évaluer, même si le patient est en infarct. Et en ventilation spontanée, c'est les variations de flux après une épreuve, soit le mini-fluid challenge, soit le lever de jambe. Pour la détresse respiratoire, donc Laurent vous en a bien parlé tout à l'heure. Donc globalement, l'échographie cardiaque, ça permet d'évaluer les pressions de remplissage, voir s'il n'y a pas un foramen ovale perméable, et d'essayer d'aider au diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc, typiquement, quand vous avez une radio comme ça, c'est un peu compliqué de savoir la part des choses. Donc l'évaluation des pressions de remplissage, ça c'est les recommandations de la Société américaine d'échocardiographie. C'est peu utilisable en réanimation parce que ça nécessite en fait d'évaluer d'autres critères qui ne bougent pas beaucoup de façon aiguë, qui sont en fait le volume de l'oreillette gauche et le flux en fait les flux à droite. Alors ça marche très bien de façon chronique où on peut vraiment se fier au flux mitral et puis on rajoute d'autres critères pour pouvoir évaluer si les pressions de remplissage sont augmentées, sont normales ou diminuées. Donc un des grands spécialistes mondiaux de la fonction diastolique et d'élévation des pressions de remplissage a essayé de simplifier le schéma. Il n'est pas beaucoup plus simplifié. Entre ça et ça... Donc ça reste assez compliqué. Ça, c'était une étude qui avait été faite à Amiens, justement. On a essayé de voir si le fait d'utiliser ces critères-là permet vraiment d'évaluer les pressions de remplissage des patients. Donc simplement, on a mis une swan, et puis en même temps, on a regardé les critères de la société américaine pour voir si ça correspondait bien ou pas. Et finalement, la sensibilité et la spécificité sont assez faibles, avec un coefficient d'agrément qui est trop faible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, le rapport ESUA seul a l'air pas trop mal. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une dysfonction VG, un rapport ESUA au-dessus d'1,5, et dans beaucoup de cas, on ne se trompe pas. Par contre, quand on n'a pas de dysfonction VG, en fait, le fait d'avoir une onde péprine qui n'est pas altérée, bien souvent, on ne se trompe pas en disant que la papoprédite est plutôt basse. Alors après, il y a beaucoup d'autres critères, le flux mitral, le flux veiné pulmonaire. On va simplifier tout ça, je vais vous parler essentiellement du rapport E sur E'. Donc on prend le flux mitral en apical 4 cavités et on étudie le Doppler tissulaire au niveau de l'anneau mitral. Et on fait le rapport entre les deux ondes. Donc on voit ça, c'est bien corrélé à la PTDVG en caté gauche et à la papo également.
Donc alors les chiffres sont un peu décriés, quelle est vraiment la limite pour dire que c'est élevé ou pas. Bon, ici ils avaient trouvé 6, ici c'était plutôt 10. Pour résumer, le rapport E sur E' pour les patients ventilés, quand ça s'approche de 10, vous pouvez raisonnablement penser que la papo est élevée. Pour les patients non ventilés, c'est un peu plus élevé, il faut être au-dessus de 12. Moi j'aime bien le flux veineux pulmonaire. Le flux veineux pulmonaire, il est difficile à avoir en ETT, plus facile en ETO, mais globalement, il y a en fait 3 ondes, S, D et AP. L'onde D, elle varie un peu comme l'onde E du flux mitral. Si vous avez une grande onde D, c'est très en faveur d'une élévation des pressions de remplissage. Donc ça c'est la normale, grande onde S, petite onde D. Et quand vous avez en fait une fraction systolique, c'est-à-dire tout simplement l'onde S divisée par D plus A, qui est inférieure à 40%, donc l'onde S qui est diminuée lorsqu'il y a une dysfonction des G, essentiellement c'est plus sensible dans ce cas-là, vous avez des pressions de remplissage élevées. Il y a un critère qui marche bien mais il est difficile à avoir, c'est la durée entre l'onde A reverse au flux veineux pulmonaire et l'onde A mitrale. Si l'onde A reverse a une durée beaucoup plus longue que l'onde A mitrale, c'est très en faveur d'une élévation des pressions de remplissage. Bon, alors, voilà ce qu'on utilise nous. Enfin, c'est des critères combinés, on rajoute un peu d'échographie thoracique quand même, avec des lignes B, quand on a plus de 2 sur 2, 4 ans, associés à au moins 1 voire 2 des autres critères. On est assez confortable pour dire qu'il y a une augmentation des pressions de remplissage. Pour l'embolie pulmonaire, alors la sensibilité, vous en avez parlé, c'est assez faible. S'il y a un état de choc, c'est meilleur, bien entendu, parce qu'on voit le cœur pulmonaire aigu. Bon, de temps en temps, on voit ça. Donc, quand on voit ça, voilà, ça a l'air assez évident qu'il y a une embolie pulmonaire. Ça, vous voyez la coupe sur les gros vaisseaux, il y a un thrombus dans le tronc. Le foramen ovale perméable, qui peut se rouvrir avec la ventilation mécanique. Donc ici, c'est en ETO, mais bon, dès que vous faites une épreuve de bulle, vous voyez, ça passe de l'autre côté, c'est assez net, il y a une réouverture du foramen qui peut expliquer un shunt droit-gauche responsable de l'hypoxie avec une radio normale. Alors l'échographie, il y a beaucoup d'études qui montrent bien que ça modifie la prise en charge en réanimation dans pratiquement entre 30 et 50% des cas. Alors comment on fait pour apprendre à faire de l'échographie? Il faut se former. Alors maintenant, c'est intégré dans la plupart des programmes de DES. Les études montrent que quand vous faites de la simulation en plus, vous êtes meilleur en fait, parce que vous vous êtes entraîné, vous avez plus réfléchi au calme, et donc ça permet en fait d'avoir une meilleure identification anatomique et d'obtenir sur les patients une meilleure qualité. Donc on va dire qu'il y a 3 niveaux. Le niveau basique, c'est votre niveau de DES, vous devez sortir avec ça, 10 heures de formation théorique dans les services ou en cours avec au moins 30 ETT. Et après 30 ETT, vous pouvez dire que vous avez au moins le niveau basique. Et puis après, il y a des DU. Donc aussi bien le DU d'un an, le TUSA, enfin les DU d'un an réservés à l'échographie en réel et en anesthésie. Et puis pour avoir un niveau expert, il y a des DU qui, eux, durent 2 ans, où vous pouvez avoir à ce moment-là une formation plus complète. Donc en conclusion, c'est un outil qui maintenant est quasi indispensable en réanimation, en anesthésie. Il faut savoir se poser les bonnes questions et utiliser l'outil pour répondre à ces questions-là. Je vous remercie de votre attention.